sango na kati ya Kinshasa bipai na bipai yo baokisango bamuna bakotiboka moko na moko bakozwa ye na vivwa ngubu oyoki yango ekomi alima obondi na bolondo nsete. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Face à l'invité, votre émission sociopolitique qui traite des questions purement d'actualité. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Christophe Lutundula, qui n'est plus un homme à présenter, connu de tous. Qui est-il exactement? Il est président national du parti politique ADP, député national, puis vice-président du G7. Avec lui ce soir, nous allons débattre des questions d'actualité, comme je venais de le dire. Christophe Lutundula, bienvenue dans cette émission. Merci madame. D'entrée déjà, nous abordons le sujet de la publication du calendrier que la CENI venait de publier il n'y a pas longtemps. Comment vous aviez reçu cette information de la publication du calendrier? Vous dites bien une information qui est un fait public, un fait porté sur la place publique aussi. Nous ne pouvons que noter. Ça, c'est une réalité, c'est une évidence. On ne peut pas la changer. Seulement, je crois qu'il faut dire certaines choses. La première est que le calendrier n'est pas élection. Le calendrier n'est pas élection. Il faut que l'on comprenne bien ça. C'est pas parce que... Mais c'est quand même un pas vers les élections. Je vous en prie. C'est pas parce qu'on sort un calendrier, quel qu'il soit, que les élections sont là, qu'on est garanti de la tenue effective des élections, surtout dans le contexte de notre pays où l'on sait que finalement, c'est ceux qui sont au pouvoir, dirigés par le président Joseph Kabila, qui ont le dernier mot et qui décident de la tenue effective des élections. Ça, c'est la première mise en garde. La deuxième, c'est que il a été toujours dit, je crois même dans l'accord, que le calendrier devrait être un calendrier consensuel. Nous comprenons l'urgence et il fallait avoir un calendrier le plus tôt possible. Et nous, de l'opposition, du G7 en ce compris, nous avons toujours réclamé le calendrier parce que c'était quand même, ou c'est quand même, quelque chose d'assez irrationnel quand au XXIe siècle on peut suggérer un processus aussi délicat et complexe sans calendrier. Donc sans une boussole, sans un agenda, et c'est la première fois que cela arrive dans notre pays. Donc l'urgence est là, nous comprenons cela. Mais il faut se préoccuper aussi de certaines choses. D'abord, il faut faire en sorte que le plus possible, il y ait un accord, ce qu'on appelle le consensus, aussi élargi que possible, autour de cet instrument essentiel. Ce n'est pas suffisant, ce n'est pas les seuls, un instrument essentiel. C'est pas, cela on ne dit pas pour le plaisir de le dire, ou par principe, ça a des implications. L'implication la plus importante, c'est que plus on consulte, plus on cherche le consensus, plus on diminue le risque de violence et de contestation. Il faut tout préparer en amont. Il ne faut pas se plaindre en aval qu'il y a beaucoup de contestations électorales, il y a des violences. C'est tout cela qui participe, si vous voulez, de la pacification du processus électoral. La deuxième implication, c'est que ça permet à ce que tout le monde se sente concerné. Un engagement de tous. Et vous avez suivi dans les réactions qui sont venues de l'extérieur comme de l'intérieur. On insiste sur le fait que cette fois-ci, il ne faudra plus qu'il y ait des changements. Donc là aussi, quand même, on a manqué un élément important. Je ne sais pas pourquoi la CENI a fait ça. Est-ce qu'il fallait se précipiter de cette manière-là? Parce qu'il y a une pression américaine. Encore une fois, il faut qu'on se comprenne. Je ne dis pas qu'il fallait attendre. Il fallait donner des indications. Je considère ça, c'est un engagement, comme une indication. Et ça, il fallait le faire. Parce qu'on m'avait posé une question qui est globale. Il faut dire également que
pour nous, l'opposition, en particulier le G7, c'est vrai, le fait est là. Il y a quelque chose qui est sur la table. On peut faire mieux que ça. Et là aussi, il ne faut pas qu'on ait des attitudes réfractaires, qu'on considère que tous ceux qui disent qu'on peut faire mieux, ils ont tort, ils ne veulent pas aller aux élections. On y reviendra. Ils ne veulent pas aller aux élections. Une fois de plus, il faut beaucoup d'humilité. Et j'ai l'impression que les commissions électorales, je mets au pluriel parce qu'il y a d'autres exemples dans d'autres pays, quand on est dans cette période, ceux qui les dirigent oublient qu'ils sont en fait très exposés. Ils sont le point de mire de tout le monde et un point de haute sensibilité politique et sociale. Il y va de l'intérêt de la nation. Alors, souvent, ceux qui ont en charge ce type de structure se confondent avec le pouvoir. Et comme chez nous en Afrique, malheureusement, on a l'impression que ceux qui sont au pouvoir pensent qu'ils sont invulnérables. Jusqu'au moment où on leur démontre qu'ils sont des hommes comme nous, ils peuvent partir et la vie continue. Il faut beaucoup d'humilité et faire attention à ce type de choses pour qu'à la fin on dise oui, ce sont des gens qui ont fait du bon travail et l'histoire va retenir un bon souvenir. Nous avons fait, nous, dans l'opposition, Rassemblement et les autres partenaires, une série de remarques qui touchent aux incohérences du calendrier, aux irrégularités et aux imperfections. L'article 73 de la Constitution dit quoi? Que le scrutin pour l'élection présidentielle est convoqué 90 jours avant la fin du mandat du président à l'exercice. Bien sûr, maintenant, cette notion de fin du mandat, ça devient compliqué parce que le mandat est terminé depuis longtemps. On pourra y revenir si tant est que cela est nécessaire. On nous dit qu'on convoque l'électorat en juin, mais le scrutin présidentiel a lieu en décembre, c'est 6 mois après. Là encore, c'est pas théorique. Donc on peut dire que dans ces calendriers, il n'est pas consensuel ni inclusif. Non, nous en tout cas, nous, du Rassemblement, on n'a pas été consultés. Mais il y a quand même vos délégations qui sont au niveau de la CENI. Attendez, là c'est un autre problème. Madame, une fois de plus, merci beaucoup. Le Rassemblement n'est pas représenté au niveau de la CENI. Et c'est facile à démontrer. Vous voyez, le Rassemblement, c'est 9 composantes. Les G7 ne sont pas là. Je ne parle pas de comme la dynamique n'est pas là. Il y a l'UDPS. Mais l'UDPS, en application de l'accord, qui a ouvert la voie, qui a reconnu aux composantes initiales, c'est-à-dire les composantes qui ont proposé les membres à la CENI, le droit de changer ou de maintenir les leurs. C'est ainsi que le MLC a fait partir Madame le questeur adjoint, ça vous le savez. L'UDPS a écrit immédiatement après la signature de l'accord pour changer de rapporteur. Parce qu'il est soutenu par la majorité, ça n'a pas été fait. Et on nous a dit non. L'UDPS n'a pas reconnu ses députés. Et donc, il n'y a que les députés de l'UDPS à l'Assemblée qui peuvent demander. Ils ont écrit, ça vous le savez, parce que c'est de la presse. Ça n'a pas été fait. Donc aujourd'hui, je mets quiconque au défi de démontrer que le Rassemblement est représenté à la CENI, et encore moins à la base, parce que ne rêvons pas. C'est la plénière de la CENI, et surtout c'est le bureau de la CENI qui met en place et tout. Nous n'y sommes pas. Et là, c'est encore une contradiction fondamentale. Donc c'est ça qui vous pousse aujourd'hui de rejeter ce calendrier sans... Non, ça fait partie des éléments. Et je veux revenir sur ce sujet-là. Et donc, je vous ai parlé de cette incohérence-là. Et nous pouvons continuer. On arrole la diaspora, je crois, pratiquement vers juillet-septembre. Mais madame, le vote de la diaspora est prévu dans la loi actuelle, après la modification de 2005. Et tout le monde a dit qu'on ferait voter nos compatriotes de la diaspora. Encore quelqu'un comme moi, je n'ai jamais cru à ça. C'est en fait une astuce pour gagner du temps, parce que je n'ai pas la conviction que le pouvoir Kabila a intérêt à faire voter la diaspora, dont il sait qu'elle est à plus de 80%
contre. Ce n'est pas facile à démontrer. Mais on a amené ça sur la table pour appâter les gens. Et depuis qu'on fait l'enrôlement, il n'y a pas un seul acte administratif qui a été posé pour préparer le vote des éléments de la diaspora. Ni au niveau consulaire, ni au niveau de la CENI ici. Et c'est maintenant qu'on dit qu'on va enrôler vers juillet. Et en ce moment-là aussi, on nous dit qu'on aura déjà nettoyé les fichiers électoraux. Il n'y a pas deux fichiers électoraux, madame. Il n'y a qu'un seul fichier électoral national. Donc ça posera déjà problème. Donc vous voyez, c'est dans tout ce contexte-là que nous, au Rassemblement, nous avons considéré qu'en fait, c'est que l'initiative que la CENI a prise, tout en estimant qu'il faut un calendrier plutôt cosmétique, destiné à la consommation extérieure et à désamorcer la bombe. Je n'aime pas l'expression parce que c'est un peu cynique, un peu machiavélique, et ça semble donner l'impression qu'on veut détruire. Non, pour désamorcer la pression populaire qui est crescendo à la veille de la fin de cette petite partie du mandat consensuel de Joseph Kabila. Et là aussi, nous, dans l'opposition, on distingue les mandats de Joseph Kabila du processus électoral. Et vous avez lancé un petit rien lorsque vous avez parlé de la CENI. Voilà. Pour nous, madame, le calendrier, il faut l'avoir. Un bon calendrier, un calendrier consensuel, je vais vous expliquer. Mais, je me répète, ce n'est pas le seul élément qu'il faut. Il faut, en sus, la décrispation politique. D'un mot, il y a des gens qui sont en prison, dans les conditions que vous connaissez, parce qu'on nous dit que ce sont des affaires purement de droit commun, on peut en parler, politique, pas seulement parce qu'on dit qu'il y a un tel libellé, escroquerie, viol et tout. La manière dont l'affaire est engagée devant les cours et tribunaux, les interventions intempestives, maladroites et menaçantes des membres du gouvernement, en particulier du ministre de la Communication et du ministre de la Justice, et la manière dont les procès sont accélérés. Les juges eux-mêmes s'en plaignent. Le cas de la vice-présidente du tribunal de paix de Kamalondo à Lubumbashi. Vous avez vu aussi qu'il y a un magistrat qui allait être tué. C'est tout cet environnement-là, toutes ces composantes de la procédure judiciaire qui donnent le caractère politique. Il y a des gens qui sont en prison. Whit Mulongo, Jean-Claude Mouyambo, Franck Diongo, Domino Ngala et d'autres militants des partis de l'opposition, les membres des mouvements citoyens, et on peut continuer la série. Il faut qu'ils sortent, qu'ils retrouvent la vie normale des citoyens. Les exilés politiques. Et le cas Katumbi est le plus illustratif de l'arbitraire, de caractère dictatorial du régime, de la dérive dans laquelle le régime s'est engagé. Un citoyen qui n'a rien fait, et il est banni. Banni, ça signifie, madame, privé de tous ses droits les plus élémentaires. On a qu'à lire la Constitution. Nul ne peut le faire. Les évêques catholiques... Il a été condamné par la justice congolaise. J'en viens. Les évêques catholiques, à la demande des négociateurs, il faut dire la vérité, à l'exception de la majorité. C'est quand même très curieux. Tout le monde a dit, d'ailleurs, Katumbi a facilité la tâche, le dialogue, a évité le blocage. Parce que nous, le G7, nous n'avions pas signé d'accord. Et je suis certain que les rassemblements, parce que nous sommes tous de la même famille politique, n'allaient pas signer. Katumbi a dit, laissez signer. Nous avons demandé aux évêques, vous êtes crédibles, l'Église catholique a le label de la qualité, le label de la morale. Faites-nous ce travail. Éclairez-nous. C'est pas que l'Église s'est substituée à la justice, loin s'en faut. Il y a eu un rapport. Et suivez les termes du rapport. Les procès sont des mascarades. Des mascarades. Et les évêques ont dit non. Il faut que Katumbi rentre en toute sécurité, en toute liberté, qu'il recouvre ce droit. Et tout ce qui a été dit sur Katumbi et sur Mouyambo. Vous avez dit qu'il a été condamné. Cela
où le bas blesse. Comment voulez-vous condamner quelqu'un dans une affaire où il y a une personne qui vous dit, son grand frère, Katebe Katoto, ce n'est pas le problème de mon petit frère qui est mon fils. C'est moi qui suis concerné. C'est moi le propriétaire de l'immeuble. Quand je vivais dans l'immeuble, Katoumi n'avait pas 13 ans, n'avait pas 15 ans. C'est-à-dire qu'il n'était même pas majeur pour poser des actes de droit. Comment voulez-vous condamner quelqu'un quand la juge présidente du tribunal vous dit qu'on m'a fait signer le jugement, hein, le revolver sous la tempe. Voilà. Et elle est partie en exil. Elle a écrit acquis de droit pour dire ma signature m'a été forcée. Je ne la reconnais pas, je la retire. Et l'affaire est aujourd'hui à la Cour constitutionnelle. C'est honteux pour la République. On a avancé, madame. On ne peut pas continuer comme ça. Le fait d'une personne, on désarticule l'administration territoriale. 26 provinces. On a parlé de ça. Moi, je suis monté au créneau. J'ai démontré que non, n'allons pas là-bas. La situation est celle que vous connaissez. Et là aussi, on peut dire beaucoup de choses. Alors, la décrispation, toutes ces télévisions qui ont été fermées arbitrairement et ces radios, curieusement, ça concerne seulement le rassemblement, le G7. Nous, vous savez ce qui s'est passé avec Félix Aloubachid, les activités politiques. La télévision nationale, on n'a pas accès. Et en plus, on engage même les gens. Mais on n'a pas voulu, est-ce que Félix puisse... il y a eu de manifestations publiques qui ont été interdites par le gouvernement. Mais vous ne faites que m'appuyer. Et c'est tout. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller aux élections pendant que les uns, parce qu'on appartient à la famille du chef de l'État, peuvent se préparer, peuvent battre la campagne, peuvent circuler? Mais quand le gouvernement voit que non, à la lourde vont les choses, peut-être il peut y avoir un soulèvement. Mieux vaut qu'on puisse je vous réponds. Arrêter un peu. Je vous réponds. Oui. Nous avons accueilli le président Tshisekedi, que son âme repose en paix. Vous avez vu ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une casse? Vous êtes journaliste, vous êtes avec moi dans la vie. Nous avons organisé des meetings. Je crois le 31 juillet. Est-ce qu'il y a eu des casses? Rien du tout. Quand Félix est revenu de Lubumbashi, on l'a accueilli, non? Une grande masse. Est-ce qu'il y a eu des casses? Non. Et comment peut-on savoir à l'avance qu'il y aura des casses s'il s'agit de nous et qu'il n'y en aura pas? Il s'agit du PPRD et de la constellation autour du PPRD. C'est là le problème. On va pas nous... Vous savez, on a abusé tellement des choses qu'on considère que lorsque, au sein d'une assemblée provinciale, au cours d'une séance, les députés provinciaux se querellent, on ne le souhaite pas, on perturbe l'ordre public. Voilà. C'est ça. Je voudrais revenir sur le sujet. Et décrispation, c'est vraiment un peu capital. Permettez-moi. Le retour du corps de Tshisekedi, madame, c'est cynique, c'est inadmissible. Est-ce qu'on peut forcer à l'exil le corps de quelqu'un? Pour utiliser un terme, j'allais dire un peu terrateur, je m'en excuse. Est-ce qu'un cadavre peut devenir un exilé politique? En attendant que le décoté puisse attendre, les choses vont se décrisper. Mais madame, c'est encore une fois, je m'excuse beaucoup, mais il y a eu un accord, non? Il y a eu un accord. Un accord signé par la famille et le gouvernement. Ça fait plus de 3 mois. Voilà, il y a eu un accord. Sur la base de cet accord-là, qu'on nous dise comment on n'a pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Le gouvernement est en train d'expliquer un peu sur la faisabilité de la chose. Je vais poser la question du calendrier qui est à la une aujourd'hui. Oui, le calendrier, mais je voulais quand même ressortir. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que non, ces calendriers ont été publiés sous pression des États-Unis ou bien la République démocratique du Congo s'est laissée emporter par les étrangers? Comment est-ce que non, vous je n'ai pas envisagez... la maladie des étrangers. Oui. Je n'ai pas la phobie des étrangers. Comme dans une sorte de complexe de colonisé. Mais comment préconisez-vous les étrangers ne viennent chez nous pour surmonter cette situation? Qu'ils soient occidentaux ou africains, parce que nous sommes défaillants, parce que nous ne faisons pas preuve de maturité et du vrai amour de la patrie, du côté surtout de ceux qui gouvernent.
j'en viens. Je ne dis pas que précipiter ou quoi. Non, je dis on peut faire mieux. Et mieux, c'est ce que je vous dis là. C'est quoi? La consensualité, écouter les autres. Je ne reviendrai pas parce que ça me prendrait du temps. Je me suis largement expliqué. C'est mieux aussi, il faut la décrispation. Je vous ai cité, j'étais en train de vous citer une série de mesures. C'est mieux aussi, il faut la réforme de la CENI. C'est prévu dans l'accord. Mais est-ce que ça ne donnera plus retard à l'application? J'en viens. Non, madame. On ne dit pas qu'il faut chambouler l'administration de la CENI. Mais nous disons qu'il faut bien visser certains compartiments, notamment son bureau, pour nous permettre d'avoir une CENI inclusive, comme cela est conçu dans la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. Et pour aussi, c'était encore plus important, restaurer la confiance de la majorité écrasante des Congolais, des compétiteurs électoraux et des partenaires extérieurs. On ne peut pas banaliser ça. Ce n'est pas qu'on en veut à Corneille Nangaa, à Katitima ou à je ne sais pas qui. Non, c'est une nécessité de bonne conduite et de réussite du processus électoral. Et on a besoin d'une CENI indépendante, neutre, impartiale et qui sait prendre la distance vis-à-vis des turbulences politiques, vis-à-vis des déchaînements des passions des acteurs politiques. Un autre élément pour améliorer le processus, c'est le processus qu'il faut voir. La question du financement. Madame, ne vous leurrez pas. Vous avez vu les contraintes que la CENI a exposées? Logistique, finance, légal, c'est pas grave. Logistique non plus. Les finances, sans ajouter des contraintes politiques. Nous devrions normalement avoir un budget précis, sincère, non exagéré. Et nous sommes en période de vote du budget à l'Assemblée. Peut-être qu'on y reviendra. C'est pas normal qu'on ait dépassé la moitié de la session, parce que la session se termine le 15 décembre. Il ne reste plus qu'un mois, sans qu'on ait le budget. C'est le moment de dire, oui, nous avons des problèmes de développement, des problèmes sociaux à résoudre, des problèmes de fonctionnement général de l'État, mais parce qu'il y a une crise politique qui désarticule tous nos priorités, ou notre priorité des priorités, ce sont les élections. Et voir où couper les crédits, parce que grosso modo, j'exagère, 7 milliards de dollars. Alors encore que la capacité de réalisation des recettes se chiffre généralement à 60%. Donc on peut considérer qu'on va atterrir dans la meilleure des hypothèses. Si je pars avec 7, sur environ 4 milliards. Vous voyez, c'est le moment de dire, on n'achète pas ça, on ne fait pas ça, on concentre tout sur les élections. Et à ce moment-là, le gouvernement fait un programme de déclassement qui est suivi scrupuleusement. C'est à cette condition-là, et à la condition aussi que la gestion soit transparente, plus que jamais, que les partenaires peuvent compléter. Je ne dis pas donner le budget, mais compléter. Ils le disent. On peut douter de leur... Ces mêmes partenaires-là ont soutenu quand même le calendrier. La France et les États-Unis. Vraiment, c'est la question clé. On pourra en parler. Et voilà, la question du financement. Améliorer aussi, aller mieux aussi, faire mieux, c'est maintenant voir la question de la sécurisation des opérations électorales et des candidats. Et cela, c'est à ce niveau-là que se pose la question de la MONUSCO. De l'autre côté du pouvoir, curieusement, on nous dit la MONUSCO doit partir, il faut diminuer les effectifs, mais ça ne se comprend pas. On a une période hautement sensible, il y a beaucoup de menaces sur la paix civile, on nous dit il faut désarticuler, il faut détricoter les dispositifs sécuritaires. C'est pour cela que nous, du Rassemblement, nous avons dit notamment à Mme Nikki Haley, parce que vous savez, ce sont les États-Unis qui insistent sur la diminution des crédits, que la meilleure façon d'obtenir le départ dans de bonnes conditions de la MONUSCO et d'obtenir que finalement les coûts diminuent, c'est d'aider à ce qu'on ait de vraies élections, un pouvoir légitime sort et on fait des réformes en pleine collaboration avec nos partenaires dans l'armée, dans la police, dans l'administration du territoire, de sécurité, pour dire que ça devient inutile d'avoir la CENI. Donc voilà, en quelques mots, le cadre général qu'il faut créer
pour avoir de bonnes élections. C'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons, nous, du rassemblement. Et pour avoir aussi de bonnes élections, il faut faire une transition sans le président actuel. Je crois que il faut aller sur le fond. Transition sans Kabila, c'est une expression d'une... Mais c'est ce qui divise aujourd'hui aussi l'opposition. J'en viens. C'est l'expression d'une révolte. D'une révolte qui est liée au comportement du président. Quelle garantie avons-nous aujourd'hui que le même Joseph Kabila, qui a bloqué le processus, qui a créé la crise, qui ne réagit pas, madame, le président reçoit chaque mois des délégations. Le président, comme chef de l'État, reçoit des demandes politiques pressantes de la population et des conseils de nos partenaires. Pouvez-vous me citer un seul acte, une seule concession que le président a faite à l'Union africaine, à la SADC, à la CIRGL, aux Nations Unies, à l'Union européenne, aux partenaires bilatéraux? Et encore moins à nous de l'intérieur, que l'on considère comme des quantités négligeables, qu'on peut écraser. Le calendrier de la CENI est sorti. OK? Ça va faire maintenant la deuxième semaine. Connaissez-vous une seule parole, un seul geste de Joseph Kabila pour décompresser au niveau, par exemple, de la crispation politique? Bien au contraire, on continue à arrêter, on continue à réprimer les jeunes gens de mouvements citoyens. Et avec le projet de loi qu'on venait de Kyungu, vous connaissez le cas de Kyungu. Oui. Et ça nous a scandalisé. Ça nous a indigné d'entendre ce que le ministre de l'information, de la communication a dit. Ou il ne connaît pas la situation réelle, ce qui m'étonnerait. Ou il est de mauvaise foi, ou il fait l'exercice habituel de désinformation. Et le G7 s'est prononcé là-dessus. Voilà, il n'y a pas un seul geste du président Kabila. Il n'y en a pas. Aucune garantie. Alors, dans ces conditions-là, vous avez posé une question de fond. Quand nous disons transition sans Kabila, ça dit ceci. Le peuple n'a plus confiance au président. Nous non plus. Aucune garantie qu'il y aura des élections tant que le président est ce qu'il est et dans la conduite des affaires de l'État. Ça signifie ceci. Ça signifie également que pour avoir des élections, la vérité est qu'il faut que le président soit hors du processus électoral. Et sur ce point-là, laissez-moi vous confirmer, parce que le temps nous est compté, que le rassemblement n'entend point desserrer les taux. La CENI a donné une indication, tous les partenaires se sont prononcés, et là il faut faire attention. Ils disent en fait, oui, le calendrier est là, nous prenons acte. Prendre acte signifie, on constate, on n'a aucun pouvoir pour changer, allons-y, mais ils posent des conditions, c'est pratiquement ce que je viens de vous exposer. Il faut qu'on ne change pas la date. Il faut qu'il y ait la décrispation. Il faut les financements et tout ce qu'ils disent. Et ils disent qu'ils vont maintenant veiller à ce qu'on respecte et ils vont mobiliser les ressources. Donc là aussi, il faut se resserrer. Donc, nous disons que tout cela, c'est bien beau. Mais, tant que la situation politique reste en l'état, que l'accord n'est pas appliqué dans son esprit, dans sa lettre, dans ses finalités, dans ses objectifs, de bonne foi pour nous, et nous disons ça au peuple congolais, écoutez, ne vous faites pas d'illusions, nous n'avons pas les élections, nous n'avons aucune certitude, nous allons continuer pour obtenir la mobilisation maximale de la population afin d'arracher le déblocage du processus électoral d'ici au plus tard le 31 décembre. Voilà le message, il est clair. Je ne parle pas du néant, je ne parle pas du néant, ce sont des réalités. Vous ne pouvez pas me dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut me dire que ce tout-là soit ici, il y aura des élections. En parlant de la liberté dans vos différentes réponses, que vous venez d'évoquer le cas des Kyungu, par rapport à sa liberté qui est restreint aujourd'hui. Il y a un projet de loi portant statut de modification de parti des associations, voulais-je dire, des ASBEL. Et aujourd'hui, est-ce que ces projets de loi qui prône le ministre de la Justice, est-ce que ce n'est pas pour venir restreindre, comme d'aucuns le disaient déjà, restreindre les libertés des associations dans notre pays? Là, vous m'amenez aux travaux parlementaires en cours. C'est très bien. Je voudrais faire une remarque générale. Nous avons besoin des élections. Il faut donner priorité
au bloc législatif qui touche aux élections. Directement aux élections. Ce bloc, c'est quoi? La loi électorale, qu'il faut quelques petits aménagements, plus l'adoption de l'annexe, la répartition des sièges. 2, le budget. Je crois qu'on a longuement parlé de la question du financement. Et c'est déplorable que jusqu'à présent, nous n'avons aucune indication là-dessus. La loi sur les manifestations publiques. Vous savez pourquoi? Parce que c'est lié à la campagne électorale. Vous voyez? Comment ça? Peut-être le ministre de la Justice, d'un moment, m'a dit que évoque plusieurs raisons, entre autres, que ce sont ces associations qui sont à la base de plusieurs manifestations qui vont à l'encontre de la loi. J'en viens. Des lois de la République. Donc moi je dis les priorités, ce sont celles-là. C'est quand même étonnant que ceux qui vous disent en longueur de journée, qui sont prêts pour aller aux élections, que c'est nous de l'opposition qui refusons, et qui sont au gouvernement avec leurs alliés, ne nous amènent pas ces lois-là. Ils ne sont même pas d'accord sur leurs candidats à la présidentielle, alors que nous sommes prêts avec des candidats. Vous voyez? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que je considère que la loi modifiant la loi portant organisation et fonctionnement des ASBL, la loi modifiant la loi portant organisation des partis politiques, qui est d'ailleurs une loi que moi j'ai initiée, ce n'est pas ça qui est prioritaire. Et vous avez ajouté quelques éléments tout à l'heure. Il est quand même étonnant que les deux réformes qu'on nous propose se situent dans le cadre où sont justifiées par le fait que telle association aurait pris telle posture, par le fait que tel parti aurait tenu tel propos. Si vous suivez le discours du ministre Tamboué, ce sont des motivations politiques, j'allais dire, politiciennes. Et les directions vers lesquelles on nous amène, ce sont les directions des restrictions de liberté, c'est-à-dire d'orientation dictatoriale. Mais ces projets de loi, en quoi est-ce que ça fait entorse à la liberté? Je vais vous expliquer. Commençons par les plus simples. La loi sur les partis politiques. Nous avons opté, c'est une option fondamentale, dans la loi qui a été adoptée à mon initiative il y a quelques années, pour un régime libéral. L'enregistrement, c'est-à-dire faisant usage librement de votre droit de créer le parti, de votre liberté d'association garantie par la Constitution, du pluralisme politique garanti par la Constitution, vous créez votre association, il s'appelle parti politique. Et vous allez au ministère qui enregistre. Nous avons opté pour ça. On peut parler sur les inconvénients. Je reviendrai en une minute. Mais maintenant, ils introduisent la notion d'agrément. C'est là où le bas blesse. Oui, vous créez votre parti et le ministre de l'Intérieur, qui appartient à une famille politique, et on sait ce qu'ils font aujourd'hui, vous dira non, votre parti, on n'en veut pas. C'est-à-dire que, et cela peut arriver, ils peuvent mettre la clause de rétroactivité dans l'accord, ou en tout cas, au moment d'envoyer la liste des partis politiques et des plateformes qui sont autorisées à compétir, que la CENI doit prendre en compte comme étant de pouvoir présenter des listes, on peut dire non, on vous cherche quelques poux dans la tête, non, ce parti, on retire l'agrément. Mais par rapport à cette modification, quels sont les termes que vous souhaitez voir dans ces modifications? On vous retire l'agrément. Oui. Voilà, il y a d'autres choses qu'on peut avancer, mais le temps nous est compté. Les associations, ça va être de la même manière. Et vous savez que le gouvernement, ceux qui sont au pouvoir, ne digèrent pas les associations de droits de l'homme. Ça, vous le savez. Vous savez qu'ils s'en sont pris beaucoup au mouvement citoyen actuellement. Mais on a oublié, madame, que nous sommes dans une situation d'un État déficitaire, d'un gouvernement déficitaire. L'État n'est pas en mesure de remplir toutes ses missions régaliennes, notamment de garantir à la population le minimum vital. Les associations de mamans, les associations de jeunes, les associations, c'est plus de 100 000, peut-être de 1000, c'est pratiquement 1 million d'associations. Ce sont des structures de suppléance. Et elles remplissent les missions d'utilité publique, comme on dit en droit. Je comprends, et moi je ne suis pas un irresponsable, je comprends qu'un gouvernement de la République dise non, je vais quand même avoir une plus grande maîtrise.
on va quand même recadrer un certain nombre de choses. Parce qu'aujourd'hui, on en Ouais. compte plus de 14 000. Je suis d'accord.